Nous sommes donc réunis cet après-midi pour évoquer l'œuvre de Pier Paolo Pasolini. Très difficile à résumer, celle de Pasolini. Très dense, très riche, très pléthorique. Il est poète, réalisateur, auteur. C'est un auteur d'ailleurs qui nous invite souvent dans sa vie. Là où certains auteurs gardent une certaine distance par rapport à leur œuvre, c'est vrai que Pasolini, on a l'impression de pouvoir s'en faire très vite un ami. Et un ami qui nous parle de nos vies et du monde actuel, puisque c'est une œuvre qui est jalonnée de prémonitions et d'intuitions très puissantes, et politiques et poétiques. Donc on sait qu'il a combattu le fascisme en Italie. Son grand frère d'ailleurs en est mort. On pourrait dire que lui aussi, quelque part, maintenant qu'on en sait peut-être un peu plus sur les circonstances de son assassinat sur la plage d'Ostie en 1975, Pasolini, quand il nous parle du fascisme, il fait déjà des liens aussi avec la société de consommation et le capitalisme qui lui aussi détruit des mondes, les uniformise, détruit ou fait s'évaporer la ruralité, détruit des langues locales, le frioulant dont il était particulièrement friand. Donc tout ça, il nous en parle déjà, Pasolini, il y a 40 ou 50 ans. Alors il est aussi précurseur en matière d'écologie, parce qu'il la place très vite sous le signe du sensible. Et on aura notamment l'occasion d'écouter un très beau texte qui s'appelle « La disparition des lucioles », qui sera lu par Roland tout à l'heure. Donc au lieu de nous parler de sixième extinction de masse, il nous parle de la disparition des lucioles, avec un vocabulaire et une sensibilité qui, aujourd'hui, en fait, est très au cœur des conceptions écologiques actuelles et des réflexions contemporaines en matière d'écologie. Donc il est très précurseur aussi sur cette question-là. Alors, et donc c'est une œuvre qu'on va évoquer avec nos trois panélistes de la journée. À ma droite, Paul Magnette. Bonjour Paul. Alors à côté de l'un ou l'autre mandat politique, il me semble, et universitaire, vous êtes aussi l'auteur de Pasolini ou la raison poétique, suivi de Pasolini poétique aux éditions Maelstrom en collaboration avec les Midis de la Poésie. Et vous allez nous parler justement du Pasolini poétique et sensible. On va ensuite eh bien, rentrer avec Roland Devresse, jeune poète et vitalité désespérée, aussi dans en fait quelque part un Pasolini poétique, mais avec des liens avec ce qu'on vit aujourd'hui. Peut-être on évoquera aussi la question du technofascisme. Et avec Frédéric Dussène, qui est acteur, metteur en scène et auteur, eh bien, on parlera du Pasolini théâtral. Et on commence tout de suite avec, du coup, le Pasolini poétique et sensible avec vous, Paul Magnette. Merci Félicien, merci à toutes et tous pour votre présence et merci à la Sapinière pour son invitation. Et je suis très heureux qu'on célèbre les anniversaires de sa naissance, de sa mort, parce que comme ça me permet d'être réinvité à parler de Pasolini de temps en temps. Et donc, comme vous savez sans doute, c'est le 100e anniversaire de sa naissance. Il est né en 1922, par hasard, l'année de la marche sur Rome, c'est-à-dire l'année de la naissance du fascisme, ce qui est une sacrée coïncidence. Et donc ça me permet de me replonger comme ça occasionnellement dans son œuvre que j'ai découverte à l'époque et que je continue de découvrir, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on continue de retrouver des textes inédits de Pasolini, ou en tout cas inédits en français. Un de ses critiques a estimé que son œuvre écrite complète, donc c'est à la fois des romans, de la poésie, du théâtre, des essais critiques, c'est environ 12 000 pages, donc c'est pas mal, ça fait 4-5 volumes de la Pléiade. C'est quand même une œuvre assez monumentale, et donc évidemment on n'a pas fini d'en redécouvrir des morceaux. Notamment, il y a ce passage dans lequel il dit « Comment suis-je devenu marxiste ?» Eh bien, j'allais, parmi de petites fleurs printanières, blanches et azurées, celles qui naissent juste après les primes vertes, et un peu avant que les acacias ne se couvrent de fleurs, parfumées comme de la chair qui se décompose dans la chaleur sublime de la plus belle saison. Et j'écrivais sur les rives de petits étangs, que là-bas, dans le pays de ma mère, d'un de ces noms intraduisibles, on appelle Fonde, avec les fils de paysans qui se baignaient innocemment parce qu'ils étaient impassibles devant leur vie, alors que je les croyais conscients de ce qu'ils étaient. J'écrivais les poèmes du rossignol de l'Église catholique. C'était en 1943. En 1945, tout fut différent. Ces fils de paysans un peu plus âgés, ayant un jour noué un foulard rouge autour de leur cou, marchèrent vers le chef-lieu de canton, avec ses portes et ses petits palais vénitiens. C'est ainsi que je sus que c'étaient des journaliers, et qu'il y avait donc des patrons. Je fus du côté des journaliers, et je lus Marx. Et ce poème résume de manière très condensée 2 moments dans son itinéraire. En 1943, il découvre, à peu près à l'âge de 20 ans, son homosexualité, il découvre le désir, et il découvre
ce désir qu'il vit avec de jeunes paysans dans les étangs, les rivières, enfin tous ces paysages qu'il décrit du Frioul, tout près d'Aude, le petit chef-lieu qu'il décrit. Et jusque-là, il se fait une image de ce pays, le Frioul, comme une espèce de pays hors du temps et hors de l'histoire. Et puis, 2 ans plus tard, il voit ces mêmes paysans qui ne sont plus juste des jeunes hommes, des objets du désir, des objets obscurs du désir, mais qui deviennent des sujets de l'histoire. Parce que ces métayers, ces ouvriers agricoles, pas propriétaires de leurs terres, entrent dans un mouvement de protestation contre les propriétaires, entrent donc dans la lutte sociale, et il voit ces corps de jeunes hommes qui étaient l'objet de désir devenir les sujets d'une histoire. Et en lisant Marx, il donne un sens, il donne une signification historique à ce qui jusque-là n'était qu'une sensation d'une certaine manière. Et ce qui est fascinant dans l'œuvre de Pasolini, c'est que cette manière-là d'osciller entre l'histoire, comprise à travers la sociologie, la philosophie, à travers la lecture de Marx, qui est tellement fondamentale dans la culture italienne des années 60, et puis l'appréhension sensible, l'appréhension poétique, l'appréhension sensuelle et érotique même, eh bien ça va être éternellement un jeu entre, une oscillation entre ces deux figures, d'une jeunesse compris comme sujet politique et comme objet de désir et objet érotique en même temps. Et c'est ça qui va créer, je pense, une manière de thématiser les thèmes de son époque qui n'a pas d'égal dans la culture de son époque et qui n'en a pas après, je pense, et qui fait toute la puissance de la critique pasolinienne. Très vite, il va construire dans cet univers poétique une espèce d'antinomie entre le père, son père qui est militaire, fasciste, quand on est militaire dans les années 20 en Italie, forcément on est fasciste, dans les années 30-40, qui est du côté de l'urbain, du côté de la modernité, du côté de la rationalité, du côté de la civilisation industrielle, minérale, vivante, turbulente, rapide, et puis le pays de la mère, sa mère qui est institutrice, qui vient de ce pays, le Frioul, et qui est un pays au contraire, qui est un pays végétal, pastoral, d'une profonde religiosité, très humble, très immobile, qui semble être en dehors de l'histoire. D'un côté, il y a l'histoire, avec toute sa dureté, et d'un autre côté, il y a cette préhistoire ou cette ahistoire, ces lieux et ces moments anhistoriques qui sont du côté du pôle de la mer. Et Pasolini va de plus en plus dans ses écrits recourir à une forme poétique qui est assez perturbante parce qu'il va quitter le domaine de l'analyse des corps, des paysages, de ces signes qu'envoie la société et qui montrent qu'il y a des failles dans le système ou au contraire que le système est en train de récupérer les forces d'opposition, pour entrer dans un langage qui va devenir un langage sur le plan formel, sur le plan strictement du champ sémantique, un langage purement politique et sociologique. Il ne va plus utiliser que des termes issus du langage de la sociologie, des sciences politiques, de l'histoire, du droit, etc., mais en continuant d'en faire un usage poétique d'une certaine manière, au sens où il ne va pas simplement les utiliser comme les sociologues ou les politistes ou les historiens vont les utiliser, mais en donnant une lecture métaphorique de l'ensemble de ces livres. Il va expliquer, par exemple, dans des textes contemporains de la disparition des Lucioles, qu'on peut considérer que le régime de la démocratie chrétienne est un nouveau fascisme, que la société de consommation est un nouveau fascisme. Bien sûr, ce n'est pas un fascisme au sens propre. L'essence du fascisme, c'est l'abolition du droit et c'est le règne de la violence qui se substitue au droit et aux procédures. On ne peut pas dire que la société de consommation soit fasciste de ce point de vue-là, mais, dit-il, elle a atteint un niveau d'homologation, un niveau de standardisation que même le fascisme n'avait pas atteint. Et là, il renoue avec ses analyses de jeunesse en montrant que dans les années 40, après 20 ans de fascisme, dans les campagnes frioulanes, on parlait encore le dialecte, il y avait encore une culture qui vivait en marge du monde, qui n'était pas homologuée, qui n'était pas absorbée dans le système, alors que dans les années 60, toutes ces petites cultures, toutes ces petites patries, tous ces territoires qui étaient restés en marge du mouvement ont à peu près disparu. Et dit finalement, la société de consommation, la télévision, la publicité, l'instruction obligatoire ont fait plus de dégâts, d'une certaine manière, en termes de destruction de la diversité culturelle que n'en avait fait le fascisme. Je vais, avant toute chose, répondre à une question qui est tombée en désuétude, parfois pour le meilleur et souvent pour le pire. Une question que posaient les marxistes du temps de leur apogée culturelle. D'où tu parles, camarade? Si je dis parfois pour le meilleur, c'est qu'au milieu du discours, cette question fait ressurgir la question de classe
comme centre d'une dialectique. Pour le pire, parce qu'aujourd'hui, cette question n'inviterait plus précisément à parler de lutte des classes, mais bien à inventer une identité en kit du genre « je suis métisse et homosexuel ». Et pour tout vous dire, pour parler de Pasolini, ce n'est pas depuis cette identité-là que je veux parler. Je ne suis pas un spécialiste, et l'ensemble des identités à la mode que je pourrais mettre en avant n'ont ici aucun intérêt. Non, à la question d'où tu parles, camarade, je répondrai en 2 temps. Je parle d'abord depuis notre identité commune à toutes et tous. Je communique depuis l'absence, depuis la fonction de spectateur, c'est-à-dire d'être qui, par-delà toute forme de volonté, vit par et pour la marchandise. Je parle depuis la position mutilée d'un individu tout entier créé par ce langage des choses dont parlait Pasolini dans ses lettres luthériennes. Je parle en tant que sujet du consumérisme achevé. Dans un second temps, je parle en m'autorisant de Pasolini lui-même et de son invitation à vivre la politique de manière sensible, à questionner les choses qui nous entourent, et les mondes dont elles procèdent, et les mondes qu'elle accouche. Ce que je vous propose ici est donc moins un compte-rendu fidèle de la pensée de Pasolini qu'un jeu survenu depuis son tombeau, jeu auquel il nous invita dans l'un de ses derniers écrits, les Lettres luthériennes, qui se présentent d'abord comme une adresse, comme un petit traité de pédagogie ainsi que l'indique le sous-titre prêté à l'ouvrage. Dans un premier temps, Pasolini adresse ses lettres à un jeune homme imaginaire, un napolitain à qui il prête le nom de Gennariello. Je vous invite ainsi à nous faire ensemble Gennariello, à nous laisser échanger par la puissance de la métamorphose, c'est-à-dire de scruter en nous quel langage les choses autour de nous tentent de nous dire. Mais qu'est-ce donc au fond que ce langage des choses ? Pasolini le définit comme signe linguistique, c'est-à-dire comme un signe dont le contenu ne se donne pas comme directement compréhensible, mais s'offre à déchiffrer. Lui, il prend l'exemple d'un rideau légèrement transparent, qui volait lentement sous les coups de la brise légère pénétrant sa chambre d'enfant, une chambre avec alcôve, puis des meubles massifs, une voiture à chevaux. Ils forment ensemble tout un monde de souvenirs, et ces signes, ces souvenirs forment pour lui personnellement un monde de l'enfance bourgeoise. Et tous ces objets véritablement lui parlaient, et je cite, « Leur communication était essentiellement pédagogique. Ils m'apprenaient où j'étais né, dans quel monde je vivais, et surtout comment je devais concevoir ma naissance et ma vie. Ce que ce rideau-là m'a dit et appris n'appelait aucune réplique. Avec lui, aucun dialogue possible ni admissible. Voilà pourquoi j'ai cru que le monde entier était ce que ce rideau m'apprenait. J'ai cru que le monde entier était respectable, idéaliste, triste, sceptique et un peu vulgaire, bref, petit bourgeois. » Nous disant cela, Pasolini semble mettre de côté ce qu'on considère traditionnellement comme l'éducation, à savoir le partage oral par des êtres vivants d'un code de conduite propre à un milieu situé. C'est comme si, sous la parole, se cachait la chose en elle-même, et que, contrairement au mythe fondateur, le verbe découlerait de la chose et non de l'inverse. Au commencement était l'objet. Première partie de notre jeu. Pensez à présent à vous. Quel fut votre rideau ? Quel objet fut le commencement de votre éducation ? Et cet objet de lui-même répondra à la question « D'où tu parles, camarade ?» La vie entière de Pasolini fut, somme toute, une réflexion sur le fascisme, mais une réflexion sensible, induite justement par ce langage des choses et la vitesse avec laquelle commença soudain de se tisser un monde uniforme et bête, plus uniforme et plus bête que celui qu'avait tenté de créer le fascisme, le monde de la consommation. Dans un article de février 1975, regroupé dans les écrits de Corsair, Pasolini écrit ceci. Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique et surtout à la campagne, à cause de la pollution de l'eau, fleuves d'azur et canaux limpides, les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de lucioles. Ce quelque chose qui est intervenu, il y a une dizaine d'années, nous l'appelons donc la disparition des lucioles. Fin de citation. Un tel refrain neuf, en ce temps-là, est devenu, 60 ans plus tard, la banalité même. Combien de voix parentes nous reviennent en mémoire ? Elles disent « Quand j'étais jeune, ici, il y avait des poissons, là, des centaines d'oiseaux, en cette période de la neige. »
Ce que Pasolini identifie, c'est quelque chose qu'il appelle la disparition des lucioles, c'est combien la société de consommation fut plus efficace à refaçonner le monde à son image que ne l'avait été le fascisme historique. Qu'en 10 ans, les paysages avaient changé, que d'immenses complexes s'élevaient à la gloire du commerce. Les jeunes gens aussi avaient changé de goût, un goût tout entier créé par la télévision et la publicité et l'urbanisme. Alors, je vais commencer par une petite citation de Pasolini, puisqu'on parle de théâtre, d'acteur, d'action. Il dit « Le premier langage de l'homme, c'est l'action qu'il exerce sur la réalité. » Lénine a écrit un grand poème d'action, et il s'est exprimé avec ce poème. Les hommes ordinaires font de petits poèmes d'action. Chacun de ces poèmes modifie un peu la réalité. Alors, au milieu des années 60, donc il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas devoir répéter parce qu'ils ont déjà été dits, Pasolini traverse, comme le héros de la Divine Comédie de Dante, une crise, en fait. Il a donc 44 ans. L'idéalisme de gauche communiste, d'inspiration gramscienne, dont on a parlé de Gramsci tout à l'heure, qui avait marqué la première période de sa production, est ébranlé par la prise de conscience de cette mutation fondamentale de la société italienne, donc la consommation, cette révolution de droite, comme il l'a lui-même désigné, a détruit en profondeur les cultures minoritaires du monde rural, au milieu duquel il a vécu son enfance, et défiguré le mode de vie pré-capitaliste des banlieues sous-prolétaires de Rome, où il a vécu dans les années 50. Réalisant l'unification italienne que Mussolini lui-même n'avait pas réussi. Le néolibéralisme a réduit les particularismes de classe et les cultures populaires par le consumérisme et nié la dimension sacrée de la vie, ce qui pour Pasolini était évidemment tout à fait fondamental. Cette dimension sacrée de la vie régissait encore ce monde rural dans lequel il a été enfant et adolescent, en le remplaçant par un hédonisme faussement libertaire dont tu as parlé. L'idéologie dominante de notre temps, quand elle n'est pas franchement réactionnaire, est immobiliste. Donc il a eu l'ambition de réécrire les tragédies comme on pouvait le faire dans la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Elle s'appelle Calderon, Affabulation, Épilade, Porcherie, Orgie et Bête de style. Il écrit un manifeste pour un nouveau théâtre, qui est un brûlot en fait, où il tire à boulet rouge sur à peu près tout ce qui se passe dans le théâtre italien à ce moment-là, et notamment, avec une violence rare, il désigne Dario Fo comme l'ex-républicain Dario Fo. Et il dira que cette rage théâtrale a surgi dans sa vie de manière absolument irrationnelle et intuitive. Donc il se met à écrire du théâtre, il en a fait dans sa jeunesse, il a complètement oublié ça, et tout d'un coup, après cet accident, il commence à écrire du théâtre avec frénésie. Une frénésie en partie, pour lui, incompréhensible. Victor Hugo soutenait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc pourquoi l'écrivain, cinéaste, polémiste Pasolini se saisit-il brutalement du théâtre? Pourquoi est-ce moi qui suis ici et non Homère, dit le spectre de Sophocle dans Affabulation, puisque le spectre de Sophocle apparaît. Et le spectre répond lui-même, c'est moi qui suis ici, parce que j'ai écrit des tragédies et non des poèmes. Il y a le théâtre du bavardage. Le théâtre du bavardage, c'est le théâtre où on dit « la nuit est étoilée » au lieu de dire « j'ai envie de mourir ». Voilà. D'accord ? Et puis, il y a le théâtre du cri, qui prétend se passer totalement de la parole pour exprimer une contestation de la culture bourgeoise. Et il dit que les deux ratent leur cible. Voilà. Alors, donc Pasolini s'inscrit bien dans la continuité de la démarche des tragiques grecs, mais alors qu'Échille, Sophocle et Euripide œuvraient dans une réalité théologique et politique claire, qui était la naissance
de la cité athénienne, hein, Pasolini est lui confronté, comme nous, à un monde sans projet. Qui est non seulement sans projet, mais qui est aussi jonché d'une série de rêves qui ont été détruits. Voilà. Et donc pour lui, il est impossible d'éviter à ces personnages, comme je le disais tout à l'heure, d'être parfois un peu grotesques. Voilà. Alors, le tragique résulte de l'incapacité du héros à avoir prise sur la réalité, mais c'est aussi ce qui le rend grotesque. Parce que les dieux ont déserté l'humanité en, lui laissant la pleine responsabilité de son destin. Drôle de tragédie, donc plus proche au fond d'un pathétique, j'allais presque dire à la Molière, à un cynisme à la racine. C'est pas du tout cynique, c'est pathétique.